Salut Stéphane. Salut Vince. Tu es beau gosse, mon gars. Merci Vince. T'as un... Beau gosse aussi. Oh, bah, écoute, on essaye, on essaye. Non mais j'adore parce que je t'ai vu en plénière, et, parce qu'on est ici aux conférences Beyond Growth, et vraiment, t'as un style à part qui dénote en tant que chercheur, en quelque sorte. Tu te qualifies comme quoi, pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi je ne suis pas chercheur, j'ai une formation plutôt Sciences Po, sciences sociales, géographie et sciences politiques. Et par contre, je travaille avec le monde des chercheurs depuis un moment, mais je suis plus dans le volet, je travaille sur les politiques et dans le volet plutôt plaidoyer. Mais à Negawatt, on est un think tank, enfin un groupement d'experts, en fait, d'experts qui sont souvent des experts de terrain. Et là-dedans, il y a beaucoup d'ingénieurs, mais il y a beaucoup de praticiens en fait, qui travaillent dans le domaine de l'énergie un peu à tous les niveaux. Et du coup, on a aussi pas mal de gens qui sont dans le monde académique et qui sont des chercheurs. Et nous, on essaye de faire un petit peu le lien entre les deux. Donc moi, je me vois bien comme lien entre le monde académique et du coup les chercheurs et le monde plus politique de l'action, quoi. Eh ben, c'est justement ça. L'énergie, ça va être notre gros sujet. Et donc forcément, sur Limite, vous savez très bien, on adore parler d'énergie. Il y a pas mal de vidéos sur ce sujet, forcément. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne, que l'algorithme vous a amené là par hasard dans les recommandations. Abonnez-vous, on est là pour parler d'avenir, de futur possible et désirable, et essayer de comprendre un petit peu la complexité de ce monde. Donc abonnement, commentaires, et puis n'hésitez surtout pas, si ça vous chante, de nous filer un petit coup de main sur Tipeee, c'est toujours bienvenu. On est là pour discuter ensemble. Nous sommes ici à Bruxelles, au Parlement européen, à l'occasion des conférences Beyond Growth. C'était l'occasion d'intervenir. Moi, je voudrais savoir ton travail de base, en rapport avec l'énergie, c'est faire quoi? Est-ce que tu es quelqu'un qui, à un moment donné, va faire des calculs, ou alors tu reprends des rapports et tu essayes d'aller faire monter ça pour dire « Ok les gars, voilà où est-ce qu'on est, et voilà où est-ce qu'il faut arriver, et tout ça, on va le creuser après ». C'est plutôt le deuxième. On a une grosse équipe de gens qui font des calculs à Negawatt depuis une vingtaine d'années, une équipe qui a grossi. À l'époque, c'était surtout du travail bénévole, et maintenant, on a pas mal de salariés qui font de la modélisation, qui ont des formations plutôt d'ingénieurs. Et moi, je suis plutôt sur le volet plaidoyer, voire management de projet. Je suis ici pour notamment présenter les résultats d'un scénario européen, et j'ai eu plutôt un rôle de management de projet, de faire en sorte que ça avance, de lien avec tous nos réseaux d'experts et de chercheurs en Europe, et puis de lien à l'interface avec le politique pour faire en sorte déjà que ce qu'on cherche et que ce qu'on propose est en lien avec tout ce qui se passe au niveau politique, et puis ensuite pour le porter, et c'est ce qui commence maintenant et bientôt, de faire en sorte que les résultats en fait sont portés, sont utiles et font changer les choses petit à petit. Ben voilà, comprenons dans quelle situation on est. On est dans un monde avec un changement climatique, un monde qui se dirige vers 1,5 degré, dû à quoi? Les hydrocarbures, énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, voilà, j'explique pour les nouveaux peut-être éventuellement qui viennent d'arriver. Et que forcément, notre croissance économique a généré beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, depuis les années 50 et beaucoup depuis la révolution industrielle, mais en tout cas beaucoup depuis ces dernières années avec cette grande accélération. Et donc notre impact sur le monde a été démultiplié, les limites planétaires et des limites ont été franchies, des limites humaines aussi, et qu'aujourd'hui, clairement, il faut décarboner, il faut arrêter pétrole, gaz, charbon, et on nous vend un petit peu cette idée que, ah bah tiens, pas de problème, on a des éoliennes. D'ailleurs, ça ne se voit pas à l'image, mais derrière toi, il y a une belle affiche de More Sun, More Wind, plus de panneaux solaires et plus d'éoliennes. Et souvent dans un construit, on se dit, ah bah voilà, tranquille, on arrête avec ça, et on remplace par du photovoltaïque, par des panneaux solaires, par des éoliennes. Et moi, c'est quand j'ai vu ton rapport, il y a 1 an de ça, je crois qu'il y a dû avoir des nouveaux entre-temps. C'est là que j'avais vraiment pris conscience, en fait, que bah non, on peut pas y arriver, en fait, de remplacer tous les hydrocarbures qu'on a par que de l'éolienne et du photovoltaïque. Alors on ne peut pas, attention, c'est dans un modèle. Est-ce qu'on peut creuser cette question, justement? Je pense que tu as parlé des limites planétaires, et ensuite tu as parlé surtout de l'aspect climat. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est que le monde et le monde politique est devenu, c'est très bien, hein, qui s'intéresse à la question climatique, mais en fait, des limites planétaires, il y en a 9, et le climat en est qu'une seule. Et on est en train de, enfin on en a dépassé 6, il y a eu une présentation très anxiogène hier du Potsdam Institute for Climate, qui sont les plus grands chercheurs, parmi les plus grands chercheurs dans ce domaine du climat. Mais au-delà du climat, il y a des énormes enjeux de biodiversité avec la disparition des oiseaux. Enfin voilà, c'est un peu sans fin la question des limites planétaires. Et du coup, quand on prépare ou quand on travaille sur la décarbonation de l'économie,
il faut, en tout cas chez nous, à Negawatt, on prend en compte les autres aspects. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une approche systémique dans laquelle, dans notre modélisation, dans notre programmation, en fait, on va faire attention à prendre en compte aussi les aspects de biodiversité. On travaille de plus en plus sur les aspects de matière, en fait, de consommation des matériaux. Extraction, transformation, l'aspect recyclage. Ouais, en France, tu as parlé de notre rapport, ça c'est le rapport France qui est sorti en 2021, qui est un rapport hyper détaillé, qu'on a détaillé au fil des années. On fait des scénarios tous les 5 ans. Et dans le dernier, on a travaillé sur 2 aspects qui étaient nouveaux. Le premier, c'est la question des matériaux. En fait, on a fait une modélisation très très poussée de toutes les consommations de matériaux de la société française et on l'a modélisé jusqu'à 2050. Et dans ce travail, on a fait en sorte que la France, c'est un peu compliqué à expliquer, mais qu'en gros la part de la France, de l'existence, enfin des matières dont on connaît l'existence qui sont accessibles sans aller creuser ou chercher là où il n'y en a pas, où on ne sait pas, où il y a vraiment des risques environnementaux, que la part de la France reste proportionnelle à sa population à l'horizon de 2050. Et ça nous a notamment conduit à faire attention à la question du véhicule électrique, dans lequel on a vu en fait que dans une décarbonation comme celle dont tu parles, où en fait on va juste mettre des panneaux solaires, des éoliennes et puis tout remplacer nos véhicules par des véhicules électriques, en fait il y a un énorme problème sur la question du lithium, et pas seulement, il y a aussi sur le cobalt, il y a d'autres matières pour lesquelles il y a des problèmes, et en fait c'est une des raisons pour laquelle il faut vraiment d'abord, avant tout, et ça c'est notre approche, réfléchir aux questions de sobriété et puis d'efficacité et du coup réduire la consommation pour que la consommation en fait soit vraiment en lien avec la réalité des besoins des populations, que ce soit les populations qui pour l'instant n'ont toujours pas accès, donc il y a aussi cette question de justice sociale, et les populations qui ont des consommations outrancières. On essaye d'avoir aussi cette question sociale dans notre approche et du coup on propose une trajectoire dans laquelle oui, on remplace les énergies fossiles par les énergies renouvelables, mais on le fait seulement après qu'on a vraiment défini des besoins qui sont des besoins dans les limites planétaires. Alors ça fonctionne comment ça? Quand on se dit, ok, là pour l'instant le mix énergétique mondial est de 80% fossile, on va se focaliser sur la France pour le coup. Vous êtes à combien sur toute énergie confondue à une 35-40% en énergie fossile? En utilisation d'énergie fossile pour le transport alors moi, je ne suis pas du tout un expert France, je travaille au niveau européen. Ah, encore mieux, mais alors tu peux me donner les chiffres européens, moi ça m'arrange, on a des gens de partout en Europe qui regardent nos vidéos. Non, on est à beaucoup plus que 35. Ah ouais, si tu prends la Pologne et tout, il y a... Non mais en fait c'est parce que souvent les gens pensent en électricité, du coup ils pensent charbon, mais en fait l'énergie c'est beaucoup plus large que l'électricité, et pour l'instant c'est surtout le pétrole en fait. Donc je n'ai pas le chiffre là comme ça sous la main, mais je pense qu'on est plus à 70-80%. Enfin, on est vraiment sur une très très grosse proportion encore en fait on a 20% d'énergie renouvelable aujourd'hui, donc ouais, on doit être sur les 70-80. Et vos scénarios sont imaginés comment dans la part de éolien et de photovoltaïque? On augmente considérablement, il y a vraiment une grosse mise en place, une grosse industrialisation qui est imaginée pour augmenter le pourcentage. Enfin, je veux dire, ça donne quoi au final comme résultat à partir du moment où on sait qu'on doit arrêter les énergies fossiles et les réduire? Oui, ça donne des résultats où on a une augmentation qui est très forte et qui est en lien. En ce moment, il y a des objectifs qui sont discutés au niveau européen et nous, on est plus ou moins en ligne sur cette trajectoire, peut-être un tout petit peu en deçà, parce qu'on a cette approche demande. En fait, c'est ça vraiment que nous, on pousse. C'est qu'en fait, il y a par exemple, je te donne un exemple, c'est la question de l'hydrogène qui est vraiment en ce moment, tout le monde parle d'hydrogène, il y a un gros buzz autour de l'hydrogène qui serait la grande solution, on va aller faire de l'hydrogène partout, mais pour produire de l'hydrogène, tu as besoin d'électricité, donc cette électricité, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Pour l'instant, l'électricité, elle n'est pas encore très propre, et surtout, en fait, nous, ce qu'on met en avant, c'est qu'il faut d'abord, on parle toujours de production d'hydrogène, mais nous, on parle de consommation. C'est quoi les besoins? Qui a besoin d'hydrogène aujourd'hui et en quoi et dans quel secteur l'hydrogène est le plus utile par rapport à l'électricité. Ouais. Bah maintenant, c'est pas vraiment le cas, mais c'est plus à partir de 2030 et en allant vers 2050, c'est quoi les véritables besoins de ce vecteur et du coup d'une production d'énergie qui partirait de ça. Et c'est la même chose sur l'éolien, le PV. D'abord, c'est quoi le véritable besoin? Et ensuite, on voit le véritable besoin pour l'Europe, c'est ça. Et sur l'éolien et le solaire, on arrive à des taux en électricité où on est vraiment à des niveaux assez élevés de 30-40% électricité. Et énergie, on est aussi sur quelque chose de similaire. Enfin, je pensais peut-être du 20% biomasse, 20% éolien, ou peut-être 30 éolien, 30 solaire.
et il reste un petit peu pour du reste renouvelable. Ça, c'est à l'horizon 2050, quand on a vraiment décarboné et quand toutes les productions, à la fois électriques et énergétiques, sont sur la base de renouvelables. On me dit souvent que l'hydrogène est plus une énergie à utiliser dans l'industrie, plutôt que dans des gadgets de voiture. On imagine souvent un peu comme ton essence. Alors, nous, en Belgique, on dit le sans-plomb. Enfin, je sais que c'est devenu E10, ça a changé de formulation. Mais tu choisis un peu l'essence que tu veux ou ton LPG. Mais que genre, demain, il y aurait des stations, et c'est un peu dans l'imaginaire collectif des gens qui ne connaissent pas trop ces sujets-là, qui s'imaginent, OK, je vais avoir une prise électrique, puis là, je vais avoir mon gaz, et puis là, je vais avoir mon hydrogène, tu vois. Et je vais choisir en fonction de ma voiture. Concrètement, cette idée d'avoir des véhicules à hydrogène, quand tu vois des constructeurs qui investissent des millions pour le faire, gadget ou alors réel avenir? Non, gadget pour des véhicules particuliers. En fait, c'est ce que je disais. En fait, l'hydrogène, ça vient d'un processus qu'on appelle l'électrolyse qui requiert beaucoup d'électricité. Il y a beaucoup de pertes dans le processus de création d'énergie pour arriver à l'hydrogène, en fait, à partir de l'électricité qu'on a. Et du coup, je vais passer les détails techniques derrière tout ça. Et du coup, c'est pas quelque chose qui sera en abondance parce qu'on a besoin de cette électricité, parce qu'il y a des limites aussi à la production. On dit souvent on peut produire autant de renouvelables qu'on veut. En réalité, au bout d'un moment, le nombre d'éoliennes sur un territoire, c'est aussi... On a énormément de marge, surtout dans des pays comme la France, mais au bout d'un moment, il y a aussi des limites probablement à la production, et du coup, on peut pas imaginer de produire de l'hydrogène en grande quantité pour des secteurs comme le transport qu'on peut en partie électrifier. C'est ce qu'on fait dans notre scénario européen. On électrifie une grande partie du transport, mais du transport qui reste. Parce que ce qu'on a fait dans notre scénario, dans l'approche demande, c'est qu'on a d'abord focalisé sur la sobriété et sur l'efficacité. Sur la sobriété, en fait, on va d'abord mettre le paquet sur les infrastructures de type transport en commun. On va mettre le paquet sur les infrastructures pour développer le vélo, pour que peu à peu, en fait, il n'y ait plus du tout besoin de voitures en ville. Et les voitures qui restent, ce sont plutôt des voitures qui sont petites en ville, et c'est surtout des voitures qui ne sont pas forcément, mais ça c'est clairement un changement aussi de modèle économique et sociétal, c'est des voitures, moi j'ai pas de voiture, toi tu n'as pas de voiture, par contre il y a des voitures en location. Je l'utilise plus. Non mais je parle du monde en 2050, il y a des voitures qui sont accessibles et qu'en fait quand tu as un besoin de déplacement et que tu ne peux pas le faire en transport en commun, tu prends une voiture qui est adaptée à ton besoin. Si tu es tout seul, tu prends une mini-voiture à 2 places qui pèse pas grand-chose et qui a une petite batterie. Si tu es ta famille avec tes bagages et que tu peux pas prendre le train ou je sais pas, tu prends la grosse voiture qui est bien remplie. C'est un monde plus partagé dans lequel finalement il y a quand même beaucoup moins de voitures neuves. Je crois que dans le scénario négawatt pour la France, on est à la moitié. Je ne me rappelle pas exactement du chiffre exact pour l'Europe. Et du coup, dans ce scénario-là, nous, on l'électrifie. Donc ces voitures, elles sont électriques en 2050. Par contre, il y a la question des poids lourds aussi. De faire rouler des poids lourds, il faut bien aussi, eux, les décarboner. Et là, comme un tram. Comment ? Comme un tram. Justement, il y a des discussions là-dessus. C'est énorme, ça. Ouais, il y a des discussions là-dessus de mettre des lignes sur les autoroutes. Nous, on ne pense pas que ce soit la meilleure manière de faire. Là, il pourrait y avoir potentiellement un petit rôle pour l'hydrogène. Nous, néanmoins, on pense qu'une partie pourrait être électrifiée, surtout pour des plus petites distances avec des batteries pas trop grosses. Ouais. Mais les gros camions, nous, notre proposition au niveau européen, c'est de les faire rouler au biogaz. Le biogaz qui est un résultat de la méthanisation, ça vient de l'agriculture. Tu peux faire du biogaz de manière durable à partir du moment où tu utilises des résidus. Mais tu ne peux pas armer la même flotte. Du coup, de camions, tu ne peux pas armer le même parc de camions qu'aujourd'hui. On a aussi une réduction de... Déjà, on a une... Il y a toujours cette notion de sobriété qui revient, quoi qu'il arrive. Dans tous les secteurs, on travaille sur la sobriété. On réfléchit vraiment à comment on peut aussi rapatrier une partie de l'industrie. Voilà, comment on continue, mais comment une partie de l'industrie va être plus locale et donc requiert moins, notamment de transport maritime. Là, je ne parle pas des camions, je parle du maritime. Mais aussi, il y a une réduction qui n'est pas très ambitieuse au niveau européen. On est sur du moins 10%. On a voulu être conservateur parce que ce n'était pas un secteur qu'on pouvait creuser avec les statistiques qu'on avait complètement. Mais donc, il y a moins 10% en moins à la fois de production industrielle de gros produits. Mais en gros, il y a quand même moins de camions sur la route. Et du coup, le reste des camions, une partie roule au biogaz, une partie électrifiée, et un tout petit peu roule à l'hydrogène. Mais du coup, l'hydrogène dans le transport, c'est vraiment à la marge. Comme tu le disais au début, l'hydrogène, son potentiel, il est principalement pour l'industrie et pour certains secteurs de l'industrie. Alors, du coup, quand on regarde le monde aujourd'hui,
On voit qu'il y a énormément de transferts de matières qui sont extraites. Le dernier rapport le Economy Gap, Circular Gap, là, qui explique que malheureusement le monde est circulaire à hauteur de 7,2 ou de 8%. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Et qu'on vient justement d'une dizaine de pourcents. Et que l'essentiel de l'aspect circulaire est basé sur la biomasse. Voilà, tu as mangé ta banane, tu le mets dans le bon sac orange en Belgique. Super, on va le récolter, ça repart dans les champs et ça reste de ce circuit-là. Et donc forcément, toute cette armada de matériaux qu'on prend, qu'on extrait, qu'on transforme et qu'on réassemble pour faire des objets en tout genre, se repose sur un système fossilisé majoritairement partout dans le monde. Ce qui veut dire, et ça c'est vraiment quand même super important de comprendre, et je voudrais que je sais que le débat est compliqué et complexe, mais on est d'accord qu'il n'est pas possible de continuer tout notre système, qu'il soit alimentaire, qu'il soit basé sur nos transports à nous, que ce soit sur le taux de vêtements qu'on est capable d'avoir. On peut le continuer, mais on ne peut pas le continuer avec autant de production. On ne peut pas le continuer avec autant d'intensité, en fait, en quelque sorte. À l'avenir, avec du renouvelable et avec de la sobriété. Je veux dire qu'on soit clair, quoi. J'essaye souvent, et cette vidéo-là, je l'utilise dans les écoles, et c'est important, et je voudrais que tu nous expliques en détail. Parce que parfois, on a vraiment cette sensation de se dire « Eh ben, c'est bien, en fait, on va juste continuer. » Et moi, ce qui me fait peur, c'est que cette idée de se dire qu'on continue donne envie parfois à des personnes de se dire « Bah, on va continuer à faire comme le modèle nous le vend. » Des politiques aussi disent oh, « Bah, on va continuer. » Qu'est-ce qui se passe, en fait, si on part du principe « On continue » et qu'on a ces fameuses limites? Qu'est-ce qui pourrait advenir de ça, en partant du principe qu'on continue à faire comme d'hab? Alors, le problème, c'est qu'à Negawatt, nous, on va analyser notre trajectoire, mais on n'analyse pas forcément celle des autres. Donc, je ne saurais pas exactement te dire ce qui se passerait au niveau de la consommation de matière si on allait dans les scénarios ou les trajectoires telles qu'elles sont proposées aujourd'hui, dans lesquelles il y a beaucoup moins de focus, enfin, il n'y a pas de focus sur la sobriété, beaucoup moins de focus généralement sur la demande, aussi avec l'efficacité. Ce que je peux dire, c'est que dans un scénario qui s'appuie, donc dans une stratégie qui s'appuie sur beaucoup de réduction de la demande, en fait, au niveau de notre consommation de matière en Europe, on va probablement rester dans les limites parce que on aura, dans les limites de ce que je décrivais avant, de ce qu'est une fair share, donc une proportion juste en fait de ce que la population européenne par rapport à la population mondiale peut prendre. On y reste parce qu'on travaille à tous les niveaux, dans tous les secteurs, à une transformation, donc il y a moins de consommation. Il y a par exemple dans le bâtiment, on a un secteur qui pour l'instant, bâtiment, et puis on peut aussi parler plus loin sur le BTP pour les infrastructures, où il y a il y a des énormes consommations de ciment, d'acier. Et en fait, ça, si tu rénoves tes bâtiments et que tu utilises de plus en plus de matériaux biosourcés, en fait, tu as une grande décroissance en fait, de cette consommation qui est la plus grande consommation. Le BTP, nous, dans notre scénario, donc le BTP, tu vois ce que c'est la construction de routes, d'infrastructures grandes. Dans nos scénarios, il y a pratiquement plus de construction de routes et on va vraiment dans une direction à 2050 de ce qu'on appelle Net Zero Land Take, la non-artificialisation des sols. Si tu as des politiques vraiment comme ça, en fait, où petit à petit tu artificialises moins les sols, tu utilises le bâti existant pour le rendre plus partagé, tu utilises les bureaux qui sont, enfin voilà, les bureaux qui sont parfois sous-occupés pour, enfin voilà, dans une société où il y a beaucoup plus de partage à la fois du bâti et dans une société où il y a une réduction de la consommation, en fait, tu peux rester dans les limites planétaires de tes productions. Mais je pense réellement que, pour répondre à ta question initiale, qu'en fait, si on fait une transition dans laquelle on ne réfléchit pas à la réduction de la demande, on va faire exploser les limites planétaires, non seulement au niveau des consommations énergétiques, mais surtout au niveau des consommations de matière. Ça dit quoi en termes de sobriété, le pourcentage? Quelle est la part, si c'est un calcul qui est faisable? Aujourd'hui, je pars toujours du principe que l'énergie, celle qu'on ne consomme pas, est une forme d'énergie en quelque sorte. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, en France, on est autour de, ça dépend des différents scénarios, mais on est dans dans une grosse vingtaine de pourcents de réduction de la consommation d'énergie à travers la sobriété. Donc
ça va, mais c'est quand même un gros potentiel. Hein. En Europe, là, ce qu'on est en train de sortir, c'est qu'avec la sobriété, l'efficacité et puis l'électrification de certains usages dans les différents secteurs, on arrive à moins 55% de la consommation européenne à l'horizon 2050. Donc c'est quand même une réduction qui est conséquente. Et pour des raisons statistiques, on n'a pas pu... c'est très compliqué en Europe d'avoir... On a construit ce scénario en fait en bottom-up. Donc on a commencé par des scénarios des trajectoires nationales. Et c'est très difficile d'avoir assez de données sur les indicateurs de sobriété dans les différents pays. Et pour cette raison, on n'a pas le chiffre pour l'UE en entier, mais on a le chiffre pour Allemagne, Royaume-Uni et France, qui est entre 20 et 30% selon les pays, selon les secteurs. Donc on est dans cette fourchette. En gros, la moitié de la réduction de la demande provient de la sobriété. C'est peut-être un petit peu moins dans les pays d'Europe centrale et orientale et potentiellement du Sud, dans lesquels il y a encore une logique de rattrapage économique et dans lequel nous, on a vraiment essayé dans notre scénario européen d'intégrer la sobriété à son sens plutôt anglais, sufficiency. Et contrairement, dans le mot français sobriété, on pense vraiment à une réduction. Dans le mot anglais sufficiency, vous avez peut-être entendu parler du donut. On essaye vraiment d'avoir à la fois un minimum d'accès à des services, donc un minimum décent d'accès à des services, donc vraiment de sortir aussi les gens qui galèrent en fait de ces niveaux d'accès à des services, notamment énergétiques, qui ne sont pas suffisants, et une réduction là où les consommations sont outrancières. Donc ce que je montrais hier en plénière, c'est que par exemple sur les voyages, enfin la quantité de voyages en Europe, on est dans une trajectoire où en Pologne et en Roumanie, en réalité, la moyenne, hein, évidemment, ensuite il y a des grosses discrépances dans le pays, la moyenne ne voyage pas beaucoup par rapport à ce qu'on estime être un juste droit au voyage, ou voilà, une possibilité de voyager. Par contre, en Suisse, ils ont des distances parcourues par personne qui sont très hautes, et du coup, on a vraiment une convergence, en fait, des consommations d'énergie, et dans ce cas, donc, des voyages parcourus, en Europe à l'horizon 2050, qui crée en fait de l'équité dans les sociétés. Une redistribution des cartes. Et une vraie redistribution, en fait, c'est pas les richesses, mais c'est les consommations. Et évidemment, ça ne s'arrête pas au niveau européen. Nous, on n'avait pas des données intra-pays, mais il faut évidemment aussi travailler à l'intérieur des pays à des véritables politiques de sobriété qui d'abord s'attaquent aux consommations les plus outrancières. À la justice sociale. Voilà. Ouais. C'est un exemple que je donnais hier, c'est ce qu'il faudrait faire, en gros, par exemple, l'aviation. Prendre l'avion, en fait, il y a plein de gens qui ne peuvent pas du tout se le permettre. D'ailleurs, il y a plein de gens qui n'ont même pas une voiture et qui ne peuvent pas se permettre en Europe d'avoir une voiture. Donc, c'est deux modes de transport qui ne sont pas équitables et qui ne sont pas justes. En fait, ce que nous, on propose, c'est d'avoir, on l'appelle, je ne sais pas comment on l'appellerait, mais c'est le contraire des miles, en fait. Frequent Flyer Levy. Donc, plus tu voyages, plus tu payes. Et en fait, du coup, ça, c'est clairement une politique qui s'attaque aux consommations. Alors qu'avant, effectivement, plus tu voyageais, moins tu payes. Moins tu payes, plus tu avais des avantages sur ton prochain vol. Ouais, donc là, plus tu prends l'avion, plus tu payes, et c'est de plus en plus payé. Et ça monte, ça monte. Pour que ça marche, il faudrait vraiment que ce soit comme ça. Et, oui, et ça marchera directement sur les personnes qui ont cette possibilité de voyager souvent, en fait. Et d'une certaine manière, ça pourrait redistribuer, parce que ce serait sympa quand même que des personnes qui n'aient jamais pu voyager, peut-être voyagent revoir leur famille d'origine ou un truc dans le genre. Et d'où cette notion et cette réflexion de comment est-ce qu'on conserve la justice sociale, parce que je discute avec des personnes parfois et je me dis, ou j'écoute et j'assiste à des séminaires dans des partis politiques, etc. Et parfois j'ai l'impression qu'il y a une frange de la population qui se dit bah non, nous on n'a pas de raison de le faire, enfin oui on a des raisons machin chose, mais ma famille a travaillé pour atteindre ce statut que j'ai aujourd'hui, on a tous travaillé, on a charbonné comme des dingues, et aujourd'hui vous voulez nous le retirer. Alors que les autres là-bas qui n'ont pas travaillé, tout d'un coup, ils ont droit aux fruits de notre labeur, etc. Comment tu fais, pas toi personnellement, même si tu as un rôle de plaidoyer, comment tu gères ça? Comment ça se déconstruit ça avec des personnes qui seraient prêtes en fait à voter pour conserver leur mode de vie et se dire tant pis les autres, eh ben vous n'avez pas eu et vous aurez encore moins et nous on continue à vivre la good life dans notre avion à hydrogène. En fait, je pense qu'il y a quand même encore un énorme travail qui est aussi de votre responsabilité, les médias, d'explication de c'est quoi les limites planétaires et c'est quoi la situation dans laquelle on est. Je pense que les gens
quand on a vraiment expliqué de quoi il s'agit, ils sont tout à fait prêts à écouter et en tout cas à soutenir des politiques qui vont vers de la redistribution. Parce on a nos partenaires allemands qui ont fait un super travail, ils ont été regardés à peu près dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, en tout cas, il y a eu des assemblées pour le climat comme la Convention citoyenne, et ils ont été regardés la proportion de mesures de sobriété dans ces conventions, dans la Convention climat-énergie, à peu près 50, enfin presque toutes, il y a à peu près 50% des mesures qui sont de la sobriété, alors que je viens de dire que le potentiel il est plutôt autour de 20-30%, et du coup il y a même une surreprésentation de l'importance des mesures de sobriété quand tu expliques aux gens c'est quoi l'enjeu et c'est quoi l'importance en fait de ces leviers. Les gens vraiment vont à fond là-dessus, donc le problème il est plus effectivement du côté des décideurs ou du côté des classes en fait dirigeantes, parce que c'est eux finalement qui consomment le plus. Et là, au-delà de la question limite planétaire, je pense qu'il faut vraiment jouer sur la démocratie. On a des élections européennes devant nous, il faut que ce sujet de la sobriété en tant que mesure sociale, il monte et il donne vraiment un mandat au Parlement pour pousser la Commission européenne à agir sur cette question et que ce soit une question sociale avant tout. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi à jouer, mais là c'est un peu au-delà de mon expertise, mais je pense, et c'est tout ce qui se discute, peut-être que tu as parlé à des gens qui viennent plus du milieu économique, c'est tout vraiment ce qui discute dans cette conférence, hein, c'est vraiment créer un nouveau modèle économique qui donne envie en fait aux politiques et qui se rendent compte que de toute façon, dans le contexte des limites planétaires, il n'y a pas d'autre sortie. L'autre issue, c'est que oui, ils pourront garder peut-être leur train de vie comme ils le disent pendant quelques années, mais au final, leurs enfants ne pourront plus vivre sur cette planète. Donc en fait, l'enjeu, il est énorme. Et dans ce contexte-là, d'imaginer un nouveau modèle économique qui fait de la sobriété en fait le cœur de comment on crée de la valeur. Au lieu de détruire les ressources, on crée de la valeur en les préservant. Et on crée de la valeur, au lieu de détruire de créer des inégalités, on crée de la valeur en remettant de l'égalité. Et je pense que si on arrive à trouver un modèle économique qui vraiment rend ça sexy pour tous ces gens qui sont plus au pouvoir, on peut peut-être avoir quelque chose. Donc il y a un enjeu, je pense, dans cette conférence de réfléchir à ça et de rendre tout ça intéressant. Merci pour tous ces échanges. Moi, je voudrais savoir, est-ce que dans vos calculs, vous calculez le nucléaire, vous ajoutez le nucléaire dans cette équation-là? C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé. On n'a pas parlé nucléaire, c'est vrai que c'est assez incroyable. Incroyable, hein, c'est dingue, alors que c'est pourtant un des sujets... On n'a presque pas parlé dans cette conférence. J'ai eu 2 fois Janco, je n'ai jamais parlé nucléaire avec lui. Comme quoi, tu vois, il peut y avoir des miracles. Justement, le nucléaire, il est pris en compte là-dedans, en termes d'électricité? Il est pris en compte parce qu'il est dans le système, mais il n'est pas pris en... Le nouveau nucléaire n'est pas choisi, ou en tout cas, on ne fait pas le choix du nouveau nucléaire dans notre modélisation. Parce qu'en fait, pourquoi faire avec quand on peut faire sans? Pourquoi faire avec une technologie qui présente des risques qui sont bien au-delà des risques des autres technologies, alors qu'on sait qu'on peut faire sans? Je pense que c'est la réponse la plus simple, évidemment, on peut en parler pendant des heures, hein, mais c'est vrai qu'en France, il y a le phénomène un peu Jancovici qui fait penser que le nucléaire est indispensable, mais en Europe, ce n'est pas vraiment la même réalité, dans le monde non plus. La réalité des études montre que le 100% renouvelable est faisable. Nous, on prouve que le 100% renouvelable, il est non seulement faisable, mais il est indispensable ce qui est indispensable, c'est qu'on peut le faire bien si on réduit la demande. Mais là, excuse-moi de t'interrompre, je suis désolé, mais tu vas avoir des gens en commentaire qui vont dire « Mais monsieur, c'est de l'intermittent, quelle est votre solution ?» Et ça, c'est peut-être intéressant pour ces personnes. Je sens déjà ces commentaires arriver, c'est important. Mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément d'études très sérieuses qui prouvent qu'en fait, on peut régler ces questions d'intermittence, comme tu dis. Nous, on parle plutôt de variabilité. Alors déjà, en Europe, on est dans des systèmes énergétiques, électriques qui sont interconnectés. Donc on a déjà ce qu'on appelle le foisonnement. En fait, il y a toujours du vent quelque part en Europe. Et du coup, dans un système interconnecté, quand tu as une éolienne qui ne fonctionne pas, un parc éolien qui fonctionne qu'à l'arrêt pendant quelques heures, tu as de la production haute part. On parle aussi, et ça c'est une critique qu'on peut faire à Jean-Marc Jancovici, de souvent parler d'un système où il appuie sur une seule technologie. En réalité, il y a l'éolien, il y a le solaire et il y a d'autres technologies renouvelables. Donc on parle plutôt d'un mix de technologies renouvelables qui font qu'aussi... Géothermie nous, on est surtout sur de l'éolien et du solaire. Donc déjà, il y a une certaine... Les barrages hydro, un petit peu. Les barrages hydro sont sont indispensables en Europe. Il va y avoir de plus en plus de connexions avec la Norvège, où on a des centrales de pompage-turbinage, où on peut stocker de l'énergie dans les barrages.
Ça, c'est le stockage, c'est la technologie de stockage la moins chère. On garde un tout petit peu d'électricité, enfin de production d'électricité qu'on appelle de pointe. Aujourd'hui, c'est le gaz qui permet ça. Ça peut rester du gaz, mais c'est du gaz qui sera d'origine renouvelable. En fait, c'est des centrales qui fonctionnent presque jamais, mais qu'on peut activer avec du gaz renouvelable à l'horizon 2050. Des fois aussi même du gaz qui provient, on en a parlé, de l'hydrogène. Donc dans cet horizon, c'est le processus de méthanation. Donc on a encore de la flexibilité à travers ça. Et puis le stockage, ouais, on peut aussi. Donc ça, c'est une forme de stockage. Et puis il y a nous, on considère que c'est pas un énorme potentiel, mais ça se discute. Où est-ce qu'on va arriver avec les batteries, des grosses batteries. C'est pas des batteries au lithium pour le système électrique. Il peut y avoir un petit rôle. En tout cas, on sait qu'en Europe, on est capable de faire ça à l'horizon 2050 et même avant pour le système électrique, on est capable d'avoir un système à 100% renouvelable. C'est en cours là. Est-ce que la Commission européenne, le Parlement et tout ça, est-ce qu'ils ont mis des lois qui tendent à une industrialisation qui va vers ça, vers ah tiens, là-bas on développe un parc de batteries, là-bas on va développer ça, là-bas on va développer ça pour utiliser et en fait maximiser la mutualisation de l'énergie, quoi, en quelque sorte. Ouais, depuis longtemps, il y a des objectifs européens. D'abord, en gros, l'interconnexion des différents marchés électriques avance. Donc, il y a des objectifs. Donc, il y a de la construction de réseaux. Il y a de plus en plus aussi de construction, notamment au réseau offshore. Il y a eu dernièrement un grand sommet sur l'offshore dans la mer du Nord qui, du coup, va connecter plutôt l'Europe du Nord. Donc, on va connecter petit à petit les marchés encore plus. Il y a beaucoup de recherches dans les batteries. Qui fera sûrement baisser les coûts. En gros, oui, tout ça, c'est quand même un domaine qui est très cherché. Il y a beaucoup d'institutions qui travaillent là-dedans. Il y a peu de gens qui se font du souci sur un système 100% renouvelable. La question du nucléaire, c'est vraiment une question d'abord assez française et c'est une question qui est liée à des intérêts et à des lobbies en réalité. C'est possible en tout cas d'aller vers ça. Après, pour l'instant, il n'y a pas de stratégie européenne à 2050 vers du 100% renouvelable. L'Union européenne dit que le mix énergétique, c'est la nature des États, sauf qu'il se trouve qu'en Europe, ce qu'on a en commun, c'est le renouvelable plutôt que le nucléaire. Il y a quand même une quinzaine de pays qui veulent absolument pas de nucléaire. La population sont complètement contre. Les premiers, c'est les Autrichiens, les Luxembourgeois. Et pour cette raison, ce qu'on peut faire ensemble en Europe, c'est plutôt du renouvelable. Et si certains pays décident de continuer à vouloir faire du nucléaire, OK pour eux, mais la réalité des politiques européennes, c'est que si on veut faire des choses ensemble, on les fera plutôt du côté évidemment de la demande, mais aussi du renouvelable. Confiance en l'avenir ? Je trouve que la conférence dans laquelle on est, moi j'étais assez ému hier. Je sais pas, j'ai entendu parler de Woodstock, d'un monde nouveau. Ça donne un peu de confiance. C'est pas facile. Mais voilà, être dans l'action comme on l'est, toi aussi, maintenant, ça fait du bien, je crois. On a envie, moi, au niveau personnel aussi, j'habite maintenant dans un lieu où on essaye de vivre en commun avec d'autres gens. Enfin, ça motive, en fait, d'être engagé au quotidien pour qu'on s'en sorte. Donc, espoir, confiance, je sais pas, mais c'est important, la confiance. Donc, en tout cas, je la cultive, quoi. Et on conseille bien sûr aux gens d'aller en description de la vidéo pour aller lire les rapports Négawatt. Ouais. Ça peut être une très bonne chose parce qu'il est possible de déconstruire pas mal de croyances autour de ça. J'espère que c'est une valeur sûre. On a aussi un site qui est un peu à l'abandon, là, mais il y a quand même encore pas mal de bon boulot, qui s'appelle Décrypter l'énergie, où il y a des réponses à toutes ces questions techniques, notamment le 100% renouvelable, est-il possible, choses comme ça. Et puis du coup, on publie ce scénario européen qu'on appelle Clever, qui est le premier scénario vraiment européen qui regarde les questions de demande vraiment à fond, et on le publie le 5 juin. Donc n'hésitez pas à venir voir aussi les données européennes, ça apporte une autre perspective que la perspective française qui est super intéressante et très détaillée, mais au niveau européen, on aura un aspect plus sur ces questions d'équité qui peut être chouette. Stéphane, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Je crois que est-ce que tu as un titre de vidéo à proposer? Je ne fais jamais ça, mais j'ai envie de te lancer là-dessus. J'en ai un en tête, mais je vais voir ce que tu vas me proposer. Je sais pas, sobriété, efficacité renouvelable. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses de 100% renouvelable? Écoute, si tu veux, mais pour moi, la demande, c'est quand même important. Donc nous, si on parle de 100% renouvelable, c'est pour dire 100% renouvelable seulement si ça se base sur de la décroissance de la demande, en tout cas de la sobriété. 100% renouvelable, seulement si. Seulement si. 3 petits points. Allez. On fait ça? Merci Stéphane, je vais te laisser à tes activités ici à Beyond Growth. Abonnez-vous,
Likez, commentez, vous savez comment ça se passe. Il faut mettre ces sujets-là en avant. Petit coup de main sur Tipeee, ça c'est vraiment le petit bonus, le petit sel sur le steak VG. Et ça fait toujours plaisir. À bientôt sur Limite. Ciao, ciao.